Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence de presse intitulée La Zone 4 lance un SOS. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, mon nom est Éric Marquis, je suis maire suppléant de la ville d'Edmundston et se joint à moi aujourd'hui une équipe de médecins qui font un travail acharné depuis les dernières semaines, voire les derniers mois, au sujet de la crise de COVID-19 qui touche directement la zone sanitaire 4. Donc, aujourd'hui, on aura la chance d'écouter les médecins suivants. Donc, d'abord, le docteur Gaétan Gibbs de l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin, le docteur Vincent Moreau, médecin à l'urgence de l'hôpital régional d'Edmundston, le docteur Jean-Philippe Lepage, interniste à l'unité des soins intensifs de l'hôpital régional d'Edmundston, le docteur Paul Cloutier, chirurgien à l'hôpital régional d'Edmundston, la docteure Kim Petitgrou, médecin aux soins palliatifs de l'hôpital régional d'Edmundston, et finalement la docteure Claude Richard, médecine générale à l'hôpital général de Grand-Sault. Alors, sans plus tarder, le docteur Gibbs, je vous adresse la parole. Naturellement, la question de la COVID-19, elle frappe vraiment la région de plein fouet. Les consignes, je crois que c'est le mot d'ordre tout de suite à suivre. Je veux vous entendre sur ce point de vue-là. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Dr Gibbs, médecin d'urgence à l'hôpital de Saint-Quentin. Comme professionnel de la santé, puis là, j'inclus infirmières, auxiliaires, préposés, infirmières d'extramurales, ambulanciers, inhalo. On est toute une équipe. Puis nous-mêmes, les médecins, on est extrêmement inquiets de la situation qui sévit actuellement là, ici au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, dans la zone 4. La COVID est bel et bien là. On le vit chaque jour. Malgré toute l'information apportée à date sur le sujet, il semble qu'il y a certaines parties de messages peut-être qui ne passent pas tout à fait. Fait que dans mon rôle de médecin, soigner, ça ne veut pas juste dire diagnostiquer, traiter des maladies, c'est aussi prévenir, éduquer, clarifier. Fait que sur ce, quelques points de clarification. Lorsqu'un test de dépistage vous revient négatif, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas relâcher les mesures sanitaires actuelles qui sévissent. Deuxièmement, si vous recevez un appel de la santé publique, suivez vraiment leurs conseils, leurs consignes jusqu'au bout. Ne relâchez pas, même si ça file bien, même si vous êtes tanné, même si c'est long. Si vous disent d'être confiné 14 jours, c'est 14 jours. Ce n'est pas 5, ce n'est pas 10, c'est 14. Puis ça va, même si votre premier test est négatif, parce que ça se peut que le deuxième ou le troisième devienne positif. Autre point, soyez vraiment honnête aussi avec la santé publique quand ils vous appellent, quand vous leur donnez de l'information. Ça devient bien plus facile, plus efficace leur travail de retraçage là, des contacts potentiels. Ce n'est pas un crime d'être atteint de la COVID. Ils ne sont pas là pour vous juger. Finalement, n'hésitez pas à vous faire dépister. Vraiment, ça peut sauver des vies. Vous pouvez appeler le 811. Il y a aussi le formulaire disponible en ligne sur le site du gouvernement. J'aimerais aussi rajouter qu'on peut télécharger l'application COVID, puis continuer surtout de vous fier aux sources fiables d'informations que vous pouvez trouver sur le site du réseau Vitalité et du site du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Sur ce, veillons chacun à notre responsabilité sociale. Chaque geste compte. Chaque tricherie, chaque exception aux consignes, ça peut faire mal à toute une communauté. On peut le voir dans la perturbation du fonctionnement des résidences de nos aînés, fermeture d'écoles, d'entreprises. Quand on baisse nos bras, là, quand on pèse les gardes, c'est là que le virus il frappe. Il ne prend pas de pause, lui-là. Là. Ceci étant dit, je tiens quand même à vous remercier de vos efforts. Merci aux équipes de dépistage déployées partout dans la zone. Agissons ensemble sur ce qu'on peut contrôler pour un retour le plus vite à une normalité. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Dr Gibbs. Je le mentionne régulièrement, faire partie de la solution, c'est respecter les consignes. Donc, je crois que le message est très clair de votre côté. Merci beaucoup. Docteur Moreau, vous travaillez à l'urgence de l'hôpital régional d'Edmundston. Vous voyez des cas sur une base régulière. Vous voyez du premier coup d'œil toute la question de nos patients qui rentrent avec des symptômes du COVID. Parlez-nous justement de la situation et comment ça se passe dans nos urgences à l'heure actuelle dans notre zone. Merci, M. Marquet.
Premièrement, bonjour tout le monde. Comme M. Marquis l'a mentionné, mon nom c'est Vincent Moreau, je suis médecin à l'urgence à Edmundston depuis quelques années déjà. J'aimerais, comme Dr Gibbs l'a mentionné, d'abord clarifier un peu c'est quoi la COVID, puis qu'est-ce qu'il faut rechercher. La COVID, c'est un virus qui donne plusieurs symptômes. On parle de fièvre, mais pas dans tous les cas. Des fois, on entend les gens qui vont dire « je fais pas de fièvre, c'est pas la COVID ». C'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui ne feront pas de fièvre du tout. De la toux, des douleurs musculaires, des maux de tête, le nez bouché, le nez qui coule, une fatigue, des diarrhées, des vomissements. Des fois, chez les jeunes enfants, on peut voir des petites taches sur les doigts ou les orteils aussi. Et comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de symptômes qui ressemblent beaucoup à tous les rhumes, les petits virus qu'on vit normalement depuis des années. Puis on entend des fois les gens qui vont dire c'est pas la COVID, c'est juste mon petit rhume habituel. Il n'y a pas de façon de savoir. Il faut vraiment se faire dépister pour confirmer si c'est la COVID ou pas, parce qu'il n'y a aucune façon de le savoir si c'est la COVID ou pas. Puis un seul de ces symptômes-là pourrait être une manifestation de la COVID. Justement, dans cet ordre d'idée-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire dépister? À partir du moment où vous avez un symptôme, il faut appeler soit au 811 ou prendre un rendez-vous sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Puis vous allez, dans la majorité des cas, pouvoir avoir un rendez-vous dans les 24 heures qui vont suivre, puis confirmer si c'est la COVID ou pas. Comme Dr. Gibbs le mentionnait, par contre, des fois, il peut y avoir des faux négatifs, malheureusement. Un premier test peut sortir négatif. Donc, en attendant de se faire dépister, en attendant d'avoir reçu son résultat, puis même si le résultat revient négatif, il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer d'être prudent, de limiter ses contacts le plus possible pour contribuer à limiter la propagation dans la communauté. Si vos symptômes sont légers, modérés, la première chose à faire, ce n'est pas d'aller à l'urgence parce que, premièrement, on ne peut pas faire grand-chose de plus pour faire disparaître le virus. Il faut vraiment attendre qu'il passe, malheureusement. Il n'y a pas de traitement qui guérit la COVID. En venant à l'urgence, malheureusement, vous venez peut-être contaminer des gens malades qui sont à l'urgence pour d'autres raisons, ou des membres du personnel qui ensuite ne pourront plus travailler et soigner les gens qui en ont besoin. Donc, c'est très important de respecter ça. Mais si vous avez des symptômes qui sont sévères ou de la difficulté à respirer, là, évidemment, l'urgence est toujours ouverte pour les gens qui en ont besoin. Présentement, ce qu'on voit à l'urgence, on voit des gens qui rentrent avec la COVID à l'occasion. C'est des gens qui peuvent être très malades ou pas du tout malades, ou peu malades en fait. Les gens qui ont des symptômes très légers, ce qu'on vous demande, c'est de rester à la maison. Puis les gens qui ont des symptômes un peu plus sévères, là, à ce moment-là, vous pouvez venir nous voir, puis on va s'occuper de vous avec grand plaisir. Si vous avez la chance d'avoir un médecin de famille ou une infirmière praticienne qui vous suit, contactez-les, ils peuvent probablement régler vos problèmes. Puis si vous avez vraiment besoin de venir à l'urgence, à ce moment-là, ils pourront vous y diriger. Puis en terminant, j'aimerais aussi, comme Dr. Gibbs le disait, lancer un message d'espoir que c'est tous ensemble qu'on va réussir à contrôler cette pandémie-là. C'est des efforts qui sont difficiles à faire, c'est plate, c'est long, on a tous hâte de recommencer à voir nos proches, à faire nos activités, mais chaque petit geste compte. Puis se faire dépister, ça peut sauver une vie. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des symptômes, n'hésitez pas à aller vous faire dépister, puis prenez soin de vous. Merci, Dr. Moreau. Vous l'avez dit, hein, c'est de rester à la maison en attendant le résultat. J'ai justement parlé avec la Dr. Russell hier en soirée et elle mettait vraiment l'importance sur cette partie-là. C'est pas le temps de sortir puis aller faire l'épicerie. Si on attend après un résultat, il faut demeurer à la maison. Merci encore, Dr. Moreau. Dr. Lepage, qui est interniste à l'unité des soins intensifs à l'hôpital régional d'Edmundston, vous avez été au front, là, vous l'avez vu directement et vous le voyez encore à l'unité des soins intensifs. Parlez-nous un peu de l'impact que ça a tout de suite sur les soins de la santé et qu'est-ce qu'on offre comme service au reste de la population. Merci, Mme Marquis. Donc, comme vous l'avez mentionné, moi, je m'appelle Jean-Philippe Lepage, je suis interniste, puis un de mes chapeaux, c'est de s'occuper des soins intensifs, entre autres. Donc, forcément, je vois les patients les plus malades atteints de la COVID. Comme Dr. Moreau l'a mentionné avant, heureusement, la plupart du temps, la COVID, c'est une petite infection qui peut ressembler à la grippe, dans 80 des cas. Mais il faut comprendre qu'il y a quand même 20 des cas qui vont avoir besoin d'une hospitalisation, d'oxygène, puis une proportion de ces patients-là vont même avoir besoin d'être aux soins intensifs. Les soins intensifs, c'est des ressources qui sont limitées. Les lits d'hôpitaux, c'est des ressources qui sont limitées. Puis on est aussi très limité au niveau du personnel pour prendre soin de ces patients-là. Quand vous rentrez avec une infection comme ça, il y a des mesures d'isolement qui sont nécessaires, puis ça demande une charge de travail qui est beaucoup plus importante. Puis ça mobilise beaucoup plus de nos gens, ce qui fait qu'on a moins la capacité d'en prendre soin. On peut prendre soin de moins de personnes, puis ça évite qu'on peut prendre soin de d'autres personnes qui ont d'autres conditions.
Donc, même si on est capable de prendre soin de beaucoup de monde, c'est un système qui est très fragile, puis rapidement, on peut dépasser notre capacité. Au rythme qu'on voit les cas dans la communauté actuellement, on est extrêmement inquiet que dans les prochaines semaines, si on continue sur cette tendance-là, où les gens ne respectent pas les mesures puis ça empire, que nos capacités pourraient potentiellement déborder. Donc, on veut être en avant de la courbe, on veut que vous compreniez que c'est très sérieux déjà maintenant. Même si on n'a pas une tonne d'hospitalisation, la situation est très sérieuse dans les foyers. Les gens de l'extramural travaillent extrêmement fort, les gens des premiers répondants aussi. C'est une situation qu'on peut rapidement manquer de ressources si on n'est pas prudent. Donc, on veut que vous compreniez l'importance de la situation, d'agir maintenant pour que les prochaines semaines, on retrouve un semblant de normalité puis qu'on ne dépasse pas nos capacités. Donc, c'est vraiment dans vos mains, les gens du Nord-Ouest, à cette situation-là. On veut que vous nous donniez la chance de vous aider. On veut prendre soin de vous. On est prêt, mais il faut que vous nous donniez la chance. Donc, si tout le monde rentre à l'hôpital en même temps avec des infections, on va être limité dans ce qu'on va pouvoir vous offrir. C'est des gestes simples que vous pouvez faire. On vous le répète depuis plusieurs mois déjà. Vous connaissez la routine. Mes collègues l'ont mentionné avant moi. Respectez, s'il vous plaît, les consignes de la santé publique. C'est vraiment important. Si vous avez des symptômes, faites-vous tester. On veut le savoir combien de cas qu'il y en a dans la communauté. C'est de cette façon-là qu'on va être capable de retracer les contacts rapidement et éviter que l'infection se propage davantage. Fait que ça prend votre collaboration. On est tous ensemble là-dedans. On veut tout ramener dans le même sens. On est dans le même bateau. Donc, donnez-nous l'opportunité de vous aider puis respectez les consignes. Merci, Dr. Lepage. Je retiens un mot, hein, c'est la limite du système. On n'est vraiment pas dans un système illimité. Donc, naturellement, si notre système est embourbé avec tous les cas de COVID, bien, à ce moment-là, on peut avoir des gens qui ont besoin des services de soutien plus avancés qui auront de la difficulté à l'avoir. Merci beaucoup, Dr. Lepage. Dr. Cloutier, vous êtes chirurgien à l'hôpital régional d'Edmundston depuis plusieurs années. Vous l'avez mentionné hier soir à CBC. La COVID a un impact sérieux sur toute la question des chirurgies. Expliquez-nous un peu plus en détail comment est-ce que ça affecte toute cette partie de l'hôpital. Depuis ce qu'on vit depuis mars 2020, ça a été un désastre. Fait qu'à ce moment-là, on a eu la période d'interstitut de la première, mars-avril, que tout était fermé. La deuxième, on a eu une éclosion ici aux soins intensifs en décembre. Puis depuis janvier, bien là, on a des taux de COVID qui sont comparables à Montréal et Toronto. Fait qu'on parle de 190 cas par 100 000 de population, d'une petite population de 50 000, mais ici, c'est énorme. Puis à ce moment-là, comme mes confrères ont déjà dit, les capacités d'accueil sont limitées un petit peu de ce côté-là. Ce que ça a fait depuis ce temps-là, depuis mars, on a au moins 100-125 chirurgies qui ont été retardées. C'est à ce moment-là, il y en a que, oui, on a fait en priorité, puis on réussit à fonctionner. Nos cas de cancer, je pense que la population a été bien desservie. Il y a plein de monde qui ont été mis sur la glace, qui ont mal aux articulations. On a une population âgée, qui ont des hanches, des genoux, que ça passe pas, puis ça retarde tout le temps. Puis c'est de remis de cas en cas. Fait que c'est nos matantes, c'est nos parents, c'est des mononcles. Fait que à ce moment-là, c'est des délais que nous autres, présentement, on trouve que si on participe, si la communauté participe, on est prêt à vous recevoir à l'hôpital, mais si on a une éclosion épouvantable, tout est retardé. Ça retarde aussi les tests qu'on demande en imagerie de rayon X. Avant ça, c'était quelques 100 tests. On est rendu à quelques 1000 tests. Ça, c'est pas juste pour des scans ou des résonances magnétiques, c'est tout ensemble. Il y a plusieurs 1000 tests qui ont été retardés. Puis à ce moment-là, on a peur de manquer des choses, manquer des diagnostics, parce que comment on essaie de tout prioriser ça. Suivi les traitements chirurgicaux qu'on a, à ce moment-là, les patients sont gardés peut-être moins longtemps que 5-10 ans passés. On a besoin de l'extramural. L'extramural, présentement, travaille d'arrache-pied à essayer de garder les foyers pour que les patients viennent ici à l'hôpital. Fait qu'on a des ressources limitées, puis on ne peut pas leur demander plus qu'en question présentement comme personnel pour voir comment on peut faire fonctionner ça. Il ne faut pas oublier aussi que ce qu'on a on a imposé à nos personnes âgées dans les foyers, autant les 1, 2, 3, de manger dans les cabarets dans leur chambre depuis le mois de mars. Pas sûr que moi, j'aimerais ça. Je me sentirais presque en prison Saint-Hilaire. Fait qu'à ce moment-là, je pense qu'il faut commencer à dire qu'il faut aider notre population. Puis, si on a une éclosion présentement, il faut essayer de s'en sortir. Le personnel ici qu'on a, bien, si les patients n'ont pas leur test ou qui ont des bruits ou qui ont été dépistés au travail puis qu'ils ne disent pas qu'ils ont été dépistés, ça peut emmener du retrait de personnel. On a du personnel aussi qui manque du personnel à cause de la bout de souffle. Ils ont la fatigue, ils ont des maladies. On se promène avec un masque depuis 10 mois dans l'hôpital avec des lunettes depuis 1 mois et demi. Je ne suis pas sûr que le monde aimerait ça, faire des 8-10 heures, souvent des 12 heures, ou quand on demande des temps supplémentaires à les infirmières, faire des doubles chiffres.
Présentement, on n'est pas en catastrophe, mais avec le nombre de cas, même si le monde dit que ça peut passer comme une grippe, ça tient jusqu'à un fil. Fait que, faut pas dire si la police n'est pas là, on ne le fera pas. On ne partirait pas après avoir bu une caisse de 12 dans un auto pour aller prendre le champ parce qu'on fait un accident, parce qu'on sait que l'alcool, c'est pas acceptable. Bien, partir avec un COVID positif, c'est aussi dangereux. Puis ça met toute la vie du monde que tu rencontres ou du monde dans ta voiture avec toi en danger. Présentement, on dit qu'il faut se tenir coude à coude. On ne peut plus se parler, on ne peut plus se faire de sourire, mais on peut dire hey, toi, ça va bien. Puis c'est Clé-Basile qui faisait avant ça. Je pense qu'on est retourné là. Il faut montrer qu'on s'encourage, qu'on se tienne ensemble, qu'on puisse sortir de cette impasse. Merci, Dr. Cloutier. Écoutez, je pense que le message est très clair. Retard. Donc, c'est des soins qui ne se donnent pas. Retard égale aussi anxiété. Donc, on vient développer d'autres problèmes. Merci, Dr. Cloutier, pour ce commentaire. Dr. Petitgrou, vous êtes médecin aux soins palliatifs à l'hôpital régional d'Edmundston. COVID, c'est une tragédie humaine, ça frappe de plein fouet. Ça frappe aussi pour les familles et aussi les personnes qui vivent différents deuils. Parlez-nous un peu de la situation tout de suite qu'on a avec nos soins palliatifs. Oui, moi, c'est Kim Petitgrou, je suis médecin de famille. Là. Je veux juste préciser que pas uniquement aux soins palliatifs, là, je représente un petit peu la médecine familiale en général. Donc, moi, je voulais parler peut-être plus au niveau de l'impact des hospitalisations, au niveau des foyers de soins, puis peut-être aborder le côté plus humain de ce qu'on vit ici. C'est sûr que nous autres, en médecine familiale, ça a changé beaucoup notre pratique. On a une pénurie de personnel, c'est clair. On a des ressources médicales qui sont réduites, qui étaient déjà réduites avant la pandémie. Puis on ne peut pas se permettre là, de perdre des travailleurs actuellement qui vont devoir s'isoler. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'hôpital quand on est en phase rouge. Donc, il y a une restriction au niveau des visites. Donc, il n'y a pas de visite. Puis, on sait qu'on a des patients COVID, mais on sait qu'on a des patients aussi qui sont chroniques, des patients qui vivent différents problèmes de santé, des infarctus, des chirurgies, puis qui n'ont pas actuellement le support de leur famille. Donc, la famille ne peut pas participer aux soins. Du côté des soins palliatifs, je pense que c'est là que la situation est plus difficile. Ils vont devoir, eux autres, souvent choisir une ou deux personnes pour les accompagner. Puis, c'est pas rare qu'on voit des gens aux soins palliatifs faire des adieux virtuellement sur une tablette par FaceTime à des gens, à des membres de la famille de l'extérieur. Puis, c'est pas à Montréal puis à Québec que ça se passe. C'est ici, là, dans notre région, à Edmundston, puis partout ailleurs au Nouveau-Brunswick. Donc, je pense que ça, c'est pas à négliger. Puis c'est la même chose qui se passe aussi dans les foyers de soins. Si je peux parler peut-être que pour nous, là, au niveau médical, chaque éclosion dans un foyer de soins, c'est vraiment une catastrophe. On sait que ces patients-là sont vulnérables. On sait que leur condition peut changer très rapidement. Puis si on regarde tout de suite qu'est-ce qui se passe avec le manoir Bellevue, il y a beaucoup des gens du personnel qui sont en isolation à la maison. Donc, il y a une équipe d'extérieur qui est ici actuellement pour prendre en charge le foyer avec notre personnel d'extramural, avec des inhalothérapeutes, avec des ambulanciers. Donc, on remercie énormément ces gens-là. Ils travaillent fort. Ils sont en train de bâtir un petit hôpital à l'intérieur du foyer pour éviter justement la propagation du virus. Mais il faut comprendre que si l'infirmière d'extramural s'occupe des résidents au foyer, bien, elle ne peut pas aller faire son travail habituel, donc aller sur la route, faire des prises de sang, des changements de pansement, d'aller faire des suivis de plaies. Donc, ça affecte toute la chaîne de soins actuellement, qu'est-ce qui se passe. Là, on a quelques foyers d'atteint, mais on ne peut pas se permettre d'avoir des éclosions dans tous les foyers de soins parce qu'on va manquer de personnel, c'est clair. Il faut dire aussi que les résidents dans les foyers de soins, c'est eux qui ont été le plus touchés depuis le début de la pandémie. Ces gens-là sont isolés depuis le mois de mars. On a parlé, les autres médecins avant moi en ont parlé aussi. Moi, je le vis avec mon foyer à Baker Brook personnellement. Les résidents, ils souffrent de solitude. On voit qu'il y en a qui perdent au niveau de la mémoire. Il y en a qui se laissent carrément aller. On l'a vécu. Il y a des gens qui sont même laissés mourir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux peut-être du COVID qu'on ne voit pas, puis c'est vraiment des tragédies humaines, c'est très difficile pour les familles, puis c'est nous, les médecins, qui servent d'intermédiaires entre les résidents puis les familles.
On ne peut pas se voir, les résidents dans les foyers de soins, là, ils se voient à travers d'une fenêtre, à travers d'un plexiglas, à travers d'un masque, d'une visière, mais je veux dire, c'est loin d'être les contacts puis les serrés, puis le contact physique. Là, je pense que les gens, ils manquent ça. Donc, c'est important que ça finisse, c'est important je pense que le gros du message, c'est qu'il faut réduire la transmission, il faut éviter de contaminer nos soignants. Il ne faut pas embourber notre système de santé, puis on a vraiment besoin de l'aide de la population. On veut que les prochains mois soient plus faciles à vivre, puis qu'on puisse réduire notre taux de COVID ici dans la région. Merci, Dr. Petitgrou. Je crois que le mot qu'on retient ici, c'est tragédie. On a tous eu des membres de notre famille qui ont vécu des périodes très, très difficiles et ne pas être à ses côtés dans ces derniers moments, c'est catastrophique. C'est incroyable de voir qu'on vit ça aujourd'hui en 2021. Merci, Dr. Petitgrou, pour ce mot. Dr. Richard, vous êtes médecin général à l'hôpital général de Grand-Sault. Parlez-nous un peu là, de la situation dans votre coin de pays, là, à l'intérieur de notre zone. Bonjour. Donc, je suis médecin de famille à Grand-Sault, comme vous savez. Donc, je travaille à l'hôpital, je fais aussi du bureau privé. Moi, ce que je veux surtout passer comme message, c'est que la zone 4, c'est pas seulement Edmundston, c'est pas seulement Edmundston-Grand-Sault, comme on entend aux nouvelles souvent. Ça comprend énormément de place. Ça commence à Saint-Jean-Baptiste, ça passe par Kedgewick, ça va à Saint-Quentin, ça va à Saint-Léonard, ça s'en va ensuite vers Rivière-Verte, Sainte-Anne. On est toute la zone 4. Il y a aussi Saint-Hilaire, Connors, Saint-François, Edmundston, bien entendu. Il y a aussi Drummond, Saint-André. C'est important de comprendre ça. Puis des cas de COVID ou des cas de contact de COVID, il y en a eu partout dans la zone 4. Ce n'est pas seulement Edmundston, puis ce n'est pas seulement Grand-Sault. Puis c'est ça que je veux sensibiliser le monde à matin par rapport à ça. Il y en a partout, c'est présent. Faut être... on veut aussi passer le message qu'il ne faut pas se sentir coupable d'attraper la COVID ou encore d'être en contact avec des gens qui ont la COVID. C'est très contagieux. Puis, il ne faut pas hésiter à se faire dépister si on a un seul symptôme. Comme il a été dit auparavant, c'est super important pour éviter la transmission. Ce qui se vit à Edmundston présentement, c'est terrible. Mais Edmundston, pensez-y, 2 mois passés, c'était comme Grand-Sault, Saint-Quentin, Connors. On veut éviter que la COVID rentre dans nos foyers de soins. Faut faire super attention. Si on a des symptômes, il faut rester chez nous, il faut se faire dépister. Je le répète, on ne le dira jamais assez. Faire attention, quand je parle de culpabilité aussi, il n'y a pas de coupable, les médias sociaux, c'est à faire attention. C'est tellement facile d'être contaminé parce qu'il y a des asymptomatiques, il y a des gens qui n'ont pas de symptômes. Il ne faut pas pointer du doigt non plus les gens qu'on sait ont été positifs. Il faut rester unis dans cette crise-là. Dernière chose que je vais dire, c'est... ce ne sera peut-être pas la dernière, mais l'avant-dernière. Collaborer aussi, je répète, c'est important, puis ça, c'est un message qu'on veut laisser ce matin. Collaborer avec la santé publique. Si on vous contacte parce que vous avez été en contact avec quelqu'un, dites les vraies affaires. On a besoin de tout de suite savoir qui a eu des symptômes. Pas des symptômes, mais qui est à risque d'avoir. Si vous êtes appelé et on vous dit d'être isolé, c'est important d'être isolé. Quand on vous dit 14 jours, c'est 14 jours, c'est important. Puis dernière chose, vraiment, c'est merci. Merci à tout le monde qui a fait beaucoup contre la COVID. Le monde qui reste chez eux comme ils sont supposés. Merci aux gens qui écoutent les recommandations de la santé publique, qui portent un masque. Merci ceux qui se sont fait dépister, puis merci à ceux qui vont se faire dépister. On a besoin de vous autres, puis c'est pour ça qu'on est ici un matin. Merci beaucoup. Merci, Dr. Richard. Vous l'avez dit, là, c'est une pandémie globale. Toutes les parties de notre communauté, ce n'est pas juste une affaire de grande ville, ça nous touche partout. Donc, il faut faire le travail, il faut le faire en solidarité. Donc, merci à toute l'équipe de médecins qui ont bien voulu nous parler aujourd'hui. Je le répète depuis déjà plusieurs semaines, 3 choses que moi je tiens beaucoup. Je viens d'en parler d'un, la question de la solidarité.
la question de suivre les directives de la santé publique. Je pense que le mot d'ordre est très clair de notre équipe de médecins ici. Il faut suivre les directives de la santé publique. Ce n'est pas de jouer à la cachette, il faut le faire. Et le dernier point que je mentionne régulièrement, c'est de faire partie de la solution. En faisant partie de la solution, on va pouvoir revenir à un semblant de normal et on va pouvoir donner la chance à nos équipes du personnel soignant, le personnel d'appui dans nos hôpitaux et aussi dans nos foyers de soins. Le personnel extramural, on l'a nommé, Dr. Gibbs en a nommé plusieurs. Donc, toutes ces personnes-là auront besoin de votre appui exceptionnel dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. À ce moment ici, je vais rouvrir la période des questions. La façon qu'on va procéder, c'est que je vais ouvrir les questions à chacun des journalistes à tour de rôle. Donc, je vais vous nommer. On vous demande, pour prendre la parole, d'appuyer sur le étoile 6. Et vous pourrez diriger votre question à un des membres de l'équipe qui est ici présent. On se limitera à 2 questions par journaliste. Donc, d'abord, Gilles Duval de CIMT. Est-ce que tu aurais des questions? Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Écoutez, simplement pour savoir, est-ce qu'on pourrait se faire expliquer, exemple, si dans les 3 hôpitaux, là, il y a plusieurs lits qui sont occupés par des cas de COVID, donc dans les 3 hôpitaux, Edmundston, Grand-Sault et Saint-Quentin, s'il vous plaît. Je vais laisser un des médecins pouvoir répondre à cette question-là. Docteur Lepage? Oui, je peux répondre. Présentement, la situation est quand même sous contrôle de ce côté-là. On a libéré beaucoup de lits pour accueillir les patients, vu les cas communautaires, mais à ce que je cherche en date d'aujourd'hui, il y avait un patient hospitalisé. Mais on en a eu plusieurs qui sont rentrés dans les derniers jours. Certains ont malheureusement décédé ou nécessité des transferts dans les centres tertiaires. Donc, même si la situation dans les lits n'est pas catastrophique, on voit des patients rentrer quand même régulièrement dans les dernières semaines. Merci, Dr. Lepage. Est-ce que M. Duval, vous avez d'autres questions? Oui, j'aimerais savoir, quand on nous dit qu'un cas de la COVID est rétabli, comment on fait pour dire que le cas est rétabli? Est-ce que c'est, par exemple, la personne passe un autre test? Est-ce parce qu'elle n'a plus de symptômes ou encore que sa période dite d'isolation est terminée puis on estime que le cas est rétabli? Comment on fait pour dire le cas est rétabli, s'il vous plaît? Je vais encore une fois tenter de répondre. Donc, les durées sont différentes, mais certainement en intra-hospitalier, après 28 jours, tout dépend. Si on a 14 jours en date du dernier test positif puis qu'on n'a plus de symptômes, on va être considéré rétabli. Il y a certains patients que l'infection peut être plus manifeste. Nous, on a eu des patients en soins intensifs qui ont nécessité du support ventilatoire, qui, eux, ont eu besoin de 28 jours avant d'être déterminés rétablis. On n'a pas besoin de faire de tests de contrôle parce que malheureusement, les tests demeurent positifs dans le sang pendant plusieurs mois et un test peut demeurer positif dans le sang sans qu'on soit encore considéré contagieux. Donc, on se fie vraiment aux symptômes des patients. Puis, il y a des durées de temps, dépendamment de la sévérité de l'infection, où on considère que la personne est rétablie. Puis, ça varie de 14 jours pour une personne avec symptômes légers, mais un patient qui était plus sévère, ça peut être jusqu'à 28 jours qu'on le considère contagieux. Merci. Merci, Dr. Lepage. Bobby Terrien de l'Info Week-end. Bonjour. Monsieur Terrien, allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Ma première question, ce serait, peu importe la personne qui veut y répondre, c'est pourquoi, à ce moment-ci, il était opportun de faire cette sortie-là au lieu d'avant qu'on tombe en confinement total ou une autre journée avant? Je pourrais répondre, M. Terrien. Merci pour la question. En fait, c'est certain que les mesures préventives qui sont mises de l'avant par la santé publique sont importantes à mettre en place depuis longtemps, depuis déjà le mois de mars. Mais ce n'est pas un secret pour personne que depuis les dernières semaines, il y a eu une augmentation importante du nombre de cas qui se compare, comme mes collègues l'ont mentionné tantôt, à ce qu'on voit dans les grandes villes comme Montréal ou même Toronto. Puis, c'est devant cette augmentation importante des cas que on a voulu sonner l'alarme parce qu'on voit ce qui pourrait s'en venir, on voit les prédictions, puis on sait que si la situation ne s'améliore pas rapidement, que les gens ne respectent pas les consignes de la santé publique, la situation pourrait dégénérer au point que l'hôpital ne pourrait simplement pas fournir à la demande, donc pas soigner tous les patients qui en ont besoin. Donc,
on veut vraiment éviter d'en arriver là. On ne voudrait pas en avoir à venir à choisir qui peut avoir des soins, qui ne peut pas avoir des soins, à retarder encore plus les soins urgents d'autres patients qui n'ont pas la COVID, mais qui ont des conditions quand même urgentes qu'on doit soigner. Donc, on juge que c'était le moment opportun pour le faire, pour s'assurer que la situation ne dégénère pas encore plus. Parfait. Une autre question. Est-ce que l'hôpital d'Edmundston est le seul hôpital qui peut prendre des patients COVID? Est-ce qu'il y a d'autres places dans les autres hôpitaux de la région, comme à Saint-Quentin ou à Grand-Sault, par exemple? Je peux répondre. Nous, à Grand-Sault et Saint-Quentin, on va garder des cas, des patients suspects de COVID positifs. Donc, des gens qui rentrent avec des symptômes, on les dépiste, on les met en isolation, mais on attend le résultat. Si le résultat deviendrait positif, à ce moment-là, ils sont transférés à Edmundston parce que c'est notre hôpital de référence pour les cas positifs. Merci, Dr. Richard. À ce moment ici, j'inviterai Isabelle Arsenault de Radio-Canada. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Donc, premièrement, merci pour vos témoignages. Justement, je vais adresser ma question soit au maire Marquis ou encore s'il y a des docteurs qui aimeraient donner leurs opinions, en fait. Donc, quelles sont vos inquiétudes par rapport à la désinformation qui circule dans la région, qu'il y a encore des gens dans la communauté qui nient l'existence de la COVID-19, entre autres qui nourrissent justement certaines théories du complot? Est-ce qu'il y aurait des solutions, selon vous, davantage de solutions? Quelles sont vos inquiétudes? Bien, si je peux me permettre, Mme Arsenault, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est probablement le meilleur outil qu'on a pour combattre cette désinformation-là. C'est d'avoir les différents spécialistes, les gens qui travaillent sur le terrain, ceux et celles qui travaillent au niveau de la science, qui sont capables d'expliquer les vraies choses et combattre cette désinformation-là. Je crois que c'est à peu près la meilleure façon qu'on peut le faire. Je peux laisser la parole aussi à un membre de l'équipe de médecins si vous voulez ajouter. Peut-être je peux rajouter. Oui, Dr. Gibbs. M. Marquis, comme je le disais, c'est notre rôle éduquer, prévenir, clarifier. Ça va arriver plusieurs fois même dans notre travail où est-ce qu'on va intervenir, expliquer aux gens au fur et à mesure. Ça fait toute partie des efforts pour contrer la désinformation. Puis comme je l'ai mentionné aussi, de continuer là, de se fier aux sources fiables d'informations. On en retrouve sur le site du réseau Santé Vitalité et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Là. Merci. Madame Arsenault, une autre question? Non, c'est tout pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Madame Nadia Gaudreau de Radio-Canada. Donc, on va passer à la prochaine. Madame Marie-Ève Arsenault de Radio-Canada. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos témoignages ce matin. La question que j'avais, c'était concernant le nombre de travailleurs de la santé qui sont en isolement en ce moment, puis aussi pour savoir, est-ce que la protection est suffisante là, pour ces personnes-là dans les milieux hospitaliers? Docteur Lepage, je vous laisse répondre. Moi, personnellement, je n'ai pas les chiffres exacts là, parce que ça varie vraiment de jour en jour. Puis on a des nouveaux cas qui rentrent qui parfois peuvent entraîner des isolements à certains membres du personnel. Fait que je pourrais pas chiffrer exactement. Par contre, pour ce qui est des protections, oui, elles sont suffisantes. Puis à mesure que la science se développe, on commence à beaucoup mieux comprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour se protéger du virus. C'est un virus qui est extrêmement contagieux. Puis je vous dirais que la priorité aussi dans le centre hospitalier, c'est de protéger les gens. Mais malgré nos protections puis notre prudence importante, il y a quand même des situations qui se produisent, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont exposés, malheureusement, à soit des personnels, des collègues de travail qui, sans le savoir, étaient positifs. On n'est pas à l'abri de ça. Puis parfois, des patients qu'on ne savait pas qu'ils avaient l'infection, puis qu'on apprend après coup qu'on n'avait pas la protection tout à fait adéquate pour cette situation-là. Donc, ça fait partie malheureusement de l'infection ou de personnel de la santé qui est en première ligne peuvent avoir plus de risques d'être exposés que des gens qui ont un travail plus sécuritaire. Si on veut.
Si je peux ajouter à ce que le Dr Lepage vient de répondre, là, on parle à l'heure actuelle de façon approximative d'environ 24 employés qui sont retirés du travail, soit pour un test positif ou parce qu'ils ont une exposition qui est considérée à haut risque. Il faut savoir que, comme le Dr Lepage le dit, ces employés-là, quand ils sont retirés du travail pour 2 semaines, ils ne peuvent pas fournir à l'effort de guerre pour traiter les patients qui en ont besoin. On est toujours un petit peu stressé quand on vient travailler de potentiellement pouvoir attraper la COVID. On ne veut pas ramener ça chez nous, on ne veut pas tomber malade nous-mêmes, mais on est quand même fiers de pouvoir contribuer à cet effort-là puis soigner les gens. Mais pour continuer à faire ça, il faut qu'on reste en santé nous-mêmes. Puis si la population fait les efforts et suit les recommandations, ça va nous aider, nous, à pouvoir continuer à contribuer à soigner les gens qui en ont besoin. Merci, Dr. Moreau. Si Madame je peux- Arsenault, vous avez une deuxième question? Oh, excusez. Oui, mais Dr. Petitgros, oui. Peut-être si je peux faire mention concernant les EPI. Dans les foyers de soins, là, au niveau des éclosions, on a une équipe vraiment incroyable là, qui s'appelle le Prompt Team. Donc, c'est une équipe provinciale qui, quand une éclosion est déclenchée dans un foyer de soins, cette équipe-là est activée. Puis, concernant les équipements de protection, là, moi, je sais pour l'avoir vécu avec le foyer à Baker-Brook, il y a un camion qui arrive, là, même le soir même, le lendemain, là, avec tous les équipements de protection pour protéger tout le personnel. Donc, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Merci, Dr. Petitgros. Marie-Ève, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je me demandais, en fait, est-ce qu'on pourrait en faire plus pour protéger le personnel là, dans les hôpitaux et dans les foyers de soins aussi? Si je peux parler un peu pour l'urgence, je l'ai mentionné un peu tantôt. C'est sûr qu'on veut soigner les gens qui en ont besoin. Si vous avez une condition qui nécessite des soins urgents, il ne faut pas hésiter à venir à l'urgence, évidemment. Mais on recommande aux gens qui ont des problèmes, qui méritent une attention, mais pas nécessairement à l'urgence, d'essayer de contacter leur fournisseur de soins primaires s'ils ont la chance d'en avoir un. Le 811 sinon. Puis parfois, le problème va pouvoir être réglé sans venir à l'urgence. Le moins de gens qui vont circuler dans l'hôpital, le plus faible va être le risque de transmission au personnel soignant. Parce que comme mes collègues l'ont mentionné tantôt, il y a beaucoup de gens qui auront peu ou pas du tout de symptômes, qui peuvent être contagieux puis transmettre le virus. Donc, minimiser le plus possible les déplacements à l'hôpital, c'est certainement une des choses à faire à ce moment-ci. Mais comme je le mentionnais, si une condition urgente se manifeste, bien là, oui, effectivement, il faut solliciter des soins, mais on essaie d'utiliser les autres ressources à notre disposition. Merci, Dr. Moreau. Maude Motambeau de Radio-Canada. M. Bernard Lebel de Radio-Canada. Allô, allô? Allô, est-ce que je peux poser ma question? C'est Maude, c'est ça? Oui, c'est Maude, bonjour. Allez-y. Bonjour tout le monde. Je viens tout juste d'aménager au Nouveau-Brunswick. En fait, c'est ma 3e journée. J'arrive du Québec, je suis en isolement. Puis, en fait, j'ai beaucoup de questions, mais je vais me tenter de me limiter. Puis, sachez que c'est vraiment pas pour banaliser qu'est-ce qui se passe ici. C'est juste que peut-être j'arrive avec un regard extérieur. Ici, dans votre zone, on peut compter sur les doigts de 2 mains à peu près le nombre de cas. On a l'impression que tout est pris très, très, très au sérieux. Il y a des barrages quand je suis arrivée ici. On a l'impression aussi que les gens, puis c'est peut-être juste une impression, ont peur d'attraper la COVID. Pouvez-vous m'expliquer ou m'aider à comprendre l'état d'urgence, puis peut-être faire des comparatifs aussi avec ce qui se passe ailleurs au pays? Je peux essayer de répondre. Fait qu'il faut comprendre qu'on est une région qui est quand même petite avec pas une si grosse population que ça. Donc, en proportion de cas, même si c'est des chiffres absolus qui ne sont pas impressionnants, en proportion de cas par rapport à 100 000 de population, ce qu'on vit actuellement est aussi pire que les grandes régions de Montréal puis la Naudière où l'infection est extrêmement prédominante. Comme on est une petite région, bien, les ressources de soins de santé sont limitées. On n'a pas accès à des centaines et milliers de lits d'hôpital comme dans les grandes régions comme à Montréal. Donc, s'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui attrapent la COVID en même temps, vraisemblablement, ça va avoir une répercussion sur notre système de santé. Il y a des gens qui vont nécessiter une hospitalisation.
Puis si tout ça se produit en même temps, on n'a pas la capacité ici même à Edmundston ou dans la zone 4 de prendre soin de tous ces patients-là en même temps. Donc, c'était un peu ça le sentiment d'urgence de notre côté. Merci, Mais parce que vous êtes au... Oui, je peux vous accorder une deuxième question, madame. Vas-y, Maud. Oui, OK. Alors, je vais. Je comprends bien, mais c'est vous qui êtes au fond, c'est vous qui rencontrez les gens qui ont la COVID ou pas. Et l'impression encore qui se dégageait, c'était que les gens prenaient vraiment beaucoup ça au sérieux ici. Est-ce que les gens prennent ça au sérieux? Puis, en sous-question, pouvez-vous juste élaborer sur les chiffres? Parce que vous avez dit qu'il y a une hospitalisation, mais c'est sur combien de lits? Vous avez combien de lits disponibles? Puis, il y a 24 employés retirés du travail, mais c'est sur un total de combien d'employés au total? C'était quoi ta première question? Pour les chiffres, dans le fond, je n'ai pas les dates exactes, je n'ai pas les montants exacts du nombre d'employés qu'on a dans le réseau de santé et vitalité, donc je ne pourrais pas te répondre à ça. Pour ce qui est du nombre de lits, je n'ai pas le nombre exact non plus dans la zone nord-ouest. Puis c'est certain que ce n'est pas un chiffre qui est impressionnant. Mais notre cri du cœur ne vient pas du fait qu'il y a beaucoup de gens hospitalisés. Notre cri du cœur vient du fait que c'est une possibilité vraie et sérieuse d'un point de vue statistique si la tendance se maintient, que dans les prochaines semaines, nos services soient dépassés. Il faut comprendre que les cas qui se sont produits dans les dernières semaines ne sont pas tombés encore dans leur pic de maladie. C'est ça qu'on craint. C'est que si on continue dans la même tendance, à un moment donné, tout le monde va être malade en même temps dans les prochaines semaines, puis rapidement, le système peut venir dépasser. Puis c'est pas tant un problème de capacité de lit qu'on vit. Le problème, c'est un problème de ressources humaines aussi. Puis ça risque d'être notre facteur limitant beaucoup plus que les lits physiques. Puis ça, c'est une ressource qui est encore plus fragile parce qu'elle est étirée extrêmement. On lui demande de faire des tâches doubles. Les infirmières font des tâches doubles. Les programmes extramurales ont 2-3 chapeaux. On se ramasse tout en faire plus. Puis à un moment donné, cet élastique-là, il va être étiré au maximum. Merci, Dr. Lepage. Bernard Lebel de Radio-Canada. Jean-Philippe Hugues de Radio-Canada. Alison Roy de l'Acadie Nouvelle. Antoine Damour de CFAI-FM. Est-ce que vous m'entendez? C'est Jean-Philippe de Radio-Canada. Oui, on vous entend, monsieur. Puis allez. Oui, excusez-moi, je sais que j'arrive un petit peu sur le tard. J'ai une question pour la docteure Kim Pettigrew. Vous avez parlé des conséquences collatérales sur les aînés, notamment perte d'appétit, se laisser mourir même. J'aimerais ça si vous pouviez un peu développer sur ce que vous avez observé comme conséquences sur les personnes qui ont été vraiment en isolement depuis très longtemps déjà parce qu'ils sont dans des foyers de soins. Ben oui, c'est certain que je pense qu'on le vit. Les médecins qui font des foyers puis qui font de l'hospitalisation, des soins palliatifs, on le vit actuellement. Juste pour vous dire, c'est certain qu'on a beaucoup plus de symptômes dépressifs. On a des gens que ça se manifeste par de l'agitation dans les foyers de soins. Donc, je pense qu'il faut juste vous imaginer quelqu'un qui a déjà des troubles cognitifs, qu'on doit l'isoler dans sa chambre, que personne ne va à part les soignants, mais qui n'ont pas de contact avec les familles, qu'on rentre, nous, dans la chambre avec une visière, avec un masque, habillés. Donc, ces gens-là ne nous reconnaissent pas la plupart du temps. Donc, c'est certain que ça peut augmenter l'agitation. Il y a aussi des gens que j'ai remarqué, moi aussi, qui ont ce qu'on appelle en médecine un syndrome de glissement. Donc, un syndrome de glissement, c'est des gens qui vont cesser de prendre leur médication, ils vont manger de moins en moins, ils vont s'affaiblir. Puis, on pense, on pense que c'est possiblement relié à l'ennui. On en voit beaucoup plus, puis je pense que les autres médecins pourraient probablement témoigner aussi. Puis je peux peut-être vous donner un exemple de juste ce matin, parce que j'ai fait la tournée ce matin au foyer. Puis
l'infirmière me parle d'une patiente comme ça qui est plus déprimée dernièrement, elle s'ennuie de sa famille, tu sais. Puis la dame m'a dit, écoutez, elle dit, je vous aime toutes, vous êtes tous gentils, le personnel qui travaille ici, mais vous n'êtes pas les miens. Vous n'êtes pas les miens, vous n'êtes pas mon monde à moi. Fait que, tu sais, je pense là qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. C'est des gens qui sont isolés depuis le mois de mars. C'est vraiment difficile pour eux autres. Il y a des gens dans les foyers de soins qui sont en fauteuil roulant, qui ont toute leur tête, qui ont ça. C'est beau, on communique avec des tablettes, mais je pense que la base de ça, c'est le contact humain, c'est important pour tout le monde. Fait que je pense que c'est ça qu'on vit actuellement. On ne veut pas médicamenter nos patients. On a tous hâte que ça soit fini, mais je pense qu'il faut tous travailler ensemble. Il faut éviter de contaminer ces patients-là. Merci, Dr. Petitgrou. Monsieur Hugues, est-ce que vous avez une autre question? Oui, j'ai une autre question. Je ne sais pas lequel d'entre vous, laquelle pourrait mieux répondre. Ma collègue Maude Motambeau, parlait un peu de comparaison avec le reste du pays. Mais moi, j'aimerais que vous compariez peut-être la zone 4 avec le reste de la province. Est-ce qu'il y a des éléments dans la zone 4 qui font en sorte que ça explique pourquoi c'est plus critique ou qu'il y a moins de ressources en général qu'ailleurs au Nouveau-Brunswick? Moi, je peux peut-être parler peut-être du côté de la médecine familiale. Nous, en médecine familiale, je ne sais pas si vous m'entendez, oui? Oui. Nous, en médecine familiale, on a recours souvent à des locums, donc des médecins remplaçants. Puis vu qu'on est une communauté francophone, nos médecins viennent souvent de la région du Québec. Donc, c'est certain qu'on est limité actuellement avec nos gens qui viennent nous donner un coup de main, puisque à cause de la fermeture des frontières puis d'isolation, le confinement que ces médecins-là doivent subir. Donc, c'est certain que ça a un impact là, au niveau de la médecine familiale, mais aussi des autres spécialités, je pense. Merci, Dr. Petitgrou. Siddhartha Banerjee de la presse canadienne. Catherine Lecomte-Roussel de Frontières FM. Oui, bonjour. Moi, ma question s'adresse au médecin qui voudra bien répondre. Craignez-vous l'arrivée des nouveaux variants de la COVID? Et si oui, êtes-vous prêt à cette éventualité dans notre région? Je vais répondre. Donc, pour les nouvelles variantes de la COVID, ce qu'on en sait pour l'instant, c'est encore très peu, mais certainement qu'il y a un potentiel de contagion beaucoup plus important. Donc, ça va être, si c'est pour rentrer dans notre région, ça va être encore plus important de renforcer les mesures d'isolement qu'on fait à présent, puis continuer nos efforts pour la propagation. Ça va être un virus, une variante du virus qui pardonne encore moins que celle-là qu'on vit actuellement. Donc, oui, ça amène certaines inquiétudes. Donc, il faut se préparer à cette éventualité-là. On le voit se propager un petit peu en Ontario, puis c'est certainement une possibilité que ça se propage éventuellement dans notre région. Mais ça se traite et ça se prévient de la même façon que l'autre virus. On le sait comment agir, donc les consignes restent les mêmes. Parfait, merci. Merci, Catherine. Marie-Ève Brassard de Radio-Canada. Jacques Poitras de CBC. Bonjour, can you hear me? Yes, we can hear you. For whoever wants to tackle this question in English, a lot of the guidance you've been giving today is things that we've heard from public health for months, and I'm wondering why you feel the need to put that out there directly today, and why maybe some of that advice hasn't gotten through over the last few months. Bonjour. I think this problem here, we heard a lot, and people here are mostly 95, 97% Francophone in the northwestern part. So even if they have some guidance, people can look at Radio-Canada Acadie every night at 6 o'clock
But we need to step up, and probably seeing our familiar faces from people from Grand Falls, from St. Quentin, and here in Edmonton shows that we're here right now and we want to talk to you, and we want to make it the most simple possible and tell them those confinement, and when you need to wash your hand and wear your mask is very important. Just going maybe to NB Liquor last week, I wonder two had to be told by the security guard that their mask was below their nose. So that's not acceptable. So we have to go to basis, and people have not, on the weekend when they go ski-doo riding or they do a party at home, that's not acceptable right now. And from seeing the colors, seeing St. John going yellow and everywhere else, and we're still red and dark red, we have to make sure that we take things and tell them what people that they know, that they see their own family doctors or people around. Right now we're in a crisis, and it might get worse. So it's time to step on the ashes and make sure that fire doesn't burn up. Merci, Dr. Cloutier. Mr. Poitras, another question? Yeah, for Dr. Lepage, can you just describe in English the numbers, how close you are either in beds or staff to being overwhelmed, as you put it, or being unable to cope? Right now, I'd say in the hospital, it's not the worst. It's not the worst thing in the region. I feel it's mostly in the nursing home that are really on the brink of being overwhelmed. But we see from just a statistical numbers, this is what's really concerning, is that there's 160 cases right now, and it keeps trending up. And if that's really the case, eventually some people are going to cross our doors and come in the hospital and take beds, and we're seeing it more and more. I'm seeing more patients on a weekly or daily basis coming in with COVID. Some of them are able to go back home. Some of them needs to stay. Right now, we're not overwhelmed in the hospital, but it's a situation that could be rapidly changing. And with the number of cases in the community, that's our main concern for the next few weeks. Merci beaucoup, Dr. Lepage. Alors, ça met fin à la conférence de presse SOS Zone 4. Alors, je tiens à remercier l'équipe de médecins qui était avec nous autres aujourd'hui. Le cri du cœur, il se fait entendre. Il s'agit de le passer et de suivre ces directives-là. Soyons solidaires et faisons partie de la solution. Alors, merci beaucoup et on se revoit dans des meilleures circonstances. Bonne journée.